Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce samedi 14 septembre 2024, on va parler sport, basketball, afro-basket des moins de 18 ans. Ce sera le bronze pour les filles en espérant l'or chez leurs homologues masculins. Les bébés lions de la balle orange ont battu cet après-midi l'Ouganda 70-66. Les lionceaux sont sur le parquet depuis environ 30 minutes. Ils sont face aux aigles du Mali. D'ici la fin de ce journal, nous ferons le point de la situation et on va parler santé. Dans ce journal, environ 14 000 médecins actuellement inscrits au tableau de l'ordre des médecins du Cameroun. Un point de presse vient d'être donné. Celui-ci se tient en marge du Conseil national des médecins du Cameroun qui s'est tenu du 13 au 14 septembre 2024 à Yaoundé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Onila Dounet. Good evening. Good evening to Oriane Donkeng and good evening to every viewer of Spectrum Television. While Mali leads Cameroon 22-14 in Pretoria, South Africa. The under-18 men's national team is currently trailing by 8 points in the second quarter after drawing by 10 points in the first quarter. While more details of this match that counts for the finals of the under-18 Afro-Basket competition in South Africa will be yours at the end of this news edition. However, while we await the finals the final scoreline between Cameroon and Mali for the under-18 men's, well, Cameroon's under-18 women's national team actually secured the bronze medal in their first ever under-18 women's Afro-Basket tournament, defeating Uganda 70-66 in a thrilling third-place match. Well, Imedi Damaris led the charge with a double-double, contributing 19 points and 24 rebounds. Let's get more details in this report. The under-18 Lionesses of Cameroon capped off their historic maiden under-18 women's Afro-Basket campaign with a bronze medal, edging out Uganda 70-66 in a nail-biting third-place matchup on Saturday, September 14. Despite facing a daunting semi-final clash against eventual champions Mali, the Cameroonian squad showcased their mettle and talent throughout the tournament. Imedi Damaris emerged as a force to be reckoned with, recording a double-double of 19 points and 24 rebounds in just 33 minutes of action. The game tipped off with Cameroon asserting their dominance as Kayla Kipo and Mawina Williams connected on back-to-back buckets to build an early cushion. Uganda responded with a run of their own, narrowing the deficit before briefly taking the lead. Damaris stepped up big for Cameroon, draining a clutch jumper just before the first quarter buzzer to give her team a 15-13 advantage. In the second period, Damaris continued to make her presence felt, converting a pair of layups to keep Cameroon in the driver's seat. Both squads traded blows, but Cameroon managed to maintain a slim 21-20 lead heading into halftime. The third quarter saw Uganda's Anyango heating up, but the under-18 Lionesses refused to back down, orchestrating a 7-0 run to extend their lead to 55-47, entering the final frame. Although Uganda outscored Cameroon 19-15 in the fourth quarter, their lead surge fell short as Cameroon held on for the bronze medal. The under-18 men's team is currently battling with Mali for the final spot. Et comme annoncé en titre, on parle santé à présent. Près de 14 000 médecins sont actuellement inscrits au tableau de l'ordre national des médecins du Cameroun. Le recensement est une conséquence de la digitalisation des procédures à l'ONMC. Le sujet était au centre d'un point de presse donné ce jour même à Yaoundé. Le compte rendu avec vous, Inès Mangan. Près de 14 000 médecins sont à ce jour inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le recensement est une des promesses de la nouvelle équipe dirigeante un an après leur élection. On se rappelle que l'un des freins à la mise sur pied de nouveaux dirigeants à la tête de l'ONMC était le problème de liste de médecins. Qu'à partir de ce jour, nous sommes capables de vous dire exactement combien de médecins nous sommes
dans le pays et même nos compatriotes qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, nous pouvons vous sortir à tout moment le tableau de l'ordre des médecins à jour. Désormais, les procédures de demande d'inscription, d'attestation et de certification, dit-on ici, peuvent se faire en ligne et à temps réel. La prochaine étape sera l'assainissement de la carte sanitaire du Cameroun. Au compteur, déjà 8000 formations sanitaires privées et il faudrait détecter les clandestines. Pour le faire, le travail sera fait avec l'aide des pouvoirs publics. C'est un inventaire qui prend en compte tout le monde. On ne tient pas compte si ce sont des formations légales ou pas. Maintenant, il y a un deuxième travail qui va être fait parce qu'on est en train de travailler sur la carte sanitaire du Cameroun. C'est un instrument capital. Parce que jusqu'à présent, si on demandait au ministère ou à l'ordre combien de formations il y a sur notre territoire, personne ne pouvait vous donner le chiffre. On a déjà ceci. Le deuxième travail, pour lequel vous serez conviés, on va tous descendre sur le terrain, constater. Si vous êtes ouvert, on vous demande de donner vos documents. Si vous ne les avez pas, on prendra des décisions. La réussite de cette étape ouvrirait également des portes aux emplois stables à près de 700 jeunes médecins actuellement désœuvrés. L'Ordre national des médecins du Cameroun, pour résoudre leurs problèmes, pense également à l'idée des déserts médicaux, des sociétés civiles, des informations sur la digitalisation des procédures à l'Ordre des médecins du Cameroun au centre d'un point de presse ce 14 septembre 2024 à Yaoundé. Et les résolutions de ce point de presse sont dans cet extrait du président national de l'Ordre national des médecins du Cameroun, un extrait sélectionné par vous, Inès Pangan. Nous sommes très soucieux de la formation de nos jeunes confrères, surtout le versant pratique. Alors, lors des derniers travaux de la Commission nationale de formation des médecins, qui a eu lieu il y a 3 semaines au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons convenu que désormais l'ordre sera associé à la formation pratique des médecins. Donc ça a été l'une des résolutions. Nous avons été interpellés par la diaspora médicale camerounaise sur un certain nombre de points. Nous les avons rassurés que nous avons besoin d'eux et qu'on faciliterait leur intervention sur le territoire national. Parce que vous savez que pour exercer la médecine au Cameroun, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Donc nous avons promis que ceux de nos confrères exerçant dans la diaspora qui souhaiteraient venir travailler, soit dans un cadre privé ou bien dans un cadre public, on faciliterait cette démarche. En moins de 24 heures, on peut leur donner des autorisations temporaires d'exercice. Bon, je vous annonce également que notre prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le 29 novembre, ici même à Yaoundé, et portera sur un thème assez important, la protection sociale du médecin. Vous savez que nous avons une profession assez conflictogène, de par même la profession que nous exerçons, parce que nous travaillons sur l'homme. Les confrères sont de plus en plus cités et traînés devant les tribunaux et ont besoin d'assistance. Donc le Conseil d'aujourd'hui a décidé d'apporter assistance judiciaire aux médecins en difficulté. Évidemment, il faudrait que ces médecins soient à jour vis-à-vis de l'ordre. Où en est-on avec les chiffres sur l'impact du VIH/SIDA sur les populations ? 7 ans après la première phase de l'enquête nationale menée sur cette question, la phase 2 de cette opération vient d'être lancée ici à Douala. Lancement effectué par la Cameroun Baptist Convention Health en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'Institut national de la statistique INS. Compte rendu avec vous, Makeda Lidinyocho. Cette
7 ans après la dernière évaluation de l'impact du VIH-Sida sur la population au Cameroun, réalisée entre juillet 2017 et février 2018, place à la phase 2 de cette enquête nationale mise en œuvre par la Cameroun Baptist Convention Health Board en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'Institut national de la statistique, INS. 12 septembre 2024, le lancement de cette étape a eu lieu à Douala, dans la région du littoral. Je vais commencer par dire, jusqu'à hier encore, on parlait de Camphia 2017. Camphia 2017 et aujourd'hui, après ce lancement, nous allons désormais parler de Camphia 2024. Vous convenez avec moi que la dernière enquête de Camphia a eu lieu en 2017. 7 ans après, il est nécessaire qu'il y ait une autre enquête qui puisse nous reconforter dans toutes les stratégies de riposte qui sont mises en place, qui sont mises sur pied dans nos formations sanitaires, dans nos districts de santé, dans nos communautaires, pour voir comment nous évoluons dans la lutte contre le VIH-Sida. Cette enquête Camphia 2024 nous permettra de voir les nouvelles incidences dans toutes les tranches d'âge de 15 à 49 ans. Quelles sont les nouvelles incidences? Quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus touchées? Quelles sont les cibles qui sont les plus touchées? Nos femmes enceintes, où est-ce que nous en sommes? Dans cette lutte multisectorielle, il est également question de connaître le taux de prévalence du sida en 2024, taux qui était de plus de 6% en 2004, 3,3% en 2017 et 2,7% en 2018, selon les données de Camphia 2017. Dans la région du littoral notamment, l'enquête sera menée dans 120 zones de dénombrement et auprès de 3625 ménages. Les personnes vivant avec le VIH-Sida âgées de 15 à 49 ans constituent la cible de cette opération de collecte de données qui va se dérouler dans les 10 régions du Cameroun. Et cette phase 2 de l'enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population camerounaise va durer 9 mois et comprend la période allant d'avril à décembre 2024. Comment cela va concrètement se passer dans les régions? Nous vous proposons d'écouter les précisions d'Anaclé Désiré Zocha, coordonnateur technique de Camphia à l'Institut national de la statistique. Il est au micro de Julie Pau. Les statistiques sur le VIH au Cameroun sont collectées d'abord auprès des ménages, directement auprès des ménages, au lieu de se limiter aux formations sanitaires. Donc en allant dans la population générale qui vit dans les ménages, on a une situation qui reflète la réalité nationale. Et ces statistiques-là sont collectées à travers d'abord des questions-réponses, donc des interviews faites dans les ménages sur la connaissance, un certain nombre de comportements, d'attitudes que les populations ont. Et puis maintenant, il y a donc des prélèvements sanguins pour les tests de dépistage rapide sur place et une confirmation plus tard dans des formations sanitaires, dans des laboratoires agréés. Et c'est ces prélèvements-là faits par des personnels de santé, des techniciens de laboratoire et des infirmiers bien formés qui permettent d'avoir donc des données viables donnant la situation du VIH au Cameroun selon les catégories, par sexe, par âge, par région, par milieu, urbain, rural et autres. Inondation à Yagua dans le Mayo d'Anaï, région de l'extrême nord. Le gouverneur de la région, dans la présentation de la situation ce 13 septembre 2024, note qu'on compte près de 236 000 personnes sinistrées, avec 17 morts, dont 4 enfants. Il s'agit également de 13 471 hectares de cultures qui sont dévastés, 1678 têtes de bétail emportées, des maisons, écoles et autres édifices publics détruits. Et au cours d'un point de presse donné hier, le ministre de l'administration territoriale a annoncé une aide du chef de l'État, le montant 350 millions de francs CFA, ainsi que des camions et du matériel qui sont en chemin pour secourir les sinistrés. Olivier Bouzik.
Face à la presse ce vendredi au sein de son département ministériel, Paula Tangandji a d'emblée présenté les condoléances du chef de l'État aux familles éprouvées avant de faire le bilan de la catastrophe. À ce jour, d'après les rapports des autorités administratives, nous avons enregistré 11 décès et environ 950 familles déplacées, donc environ 4375 personnes, les hommes, les femmes et les enfants. Suite à ces dégâts, le gouvernement, sous instruction du président de la République, a pris les premières mesures. Le ministre de l'administration territoriale annonce le déblocage de 350 millions de francs CFA pour les 950 familles touchées par les inondations. Et cette assistance, comme vous pouvez le deviner, c'est matériel de couchage, donc matelas, couverture, denrées alimentaires, kits sanitaires, moustiquaires imprégnés et d'autres commodités en faveur de ces populations. Aujourd'hui, il y a environ 53 sites de recasement. Nous avons également été informés de l'effondrement du pont sur le fleuve Danaï. Je voudrais dire que le ministre des Travaux publics a également reçu pour instruction de mobiliser ses équipes pour créer des voies de contournement. Il y aura des déviations afin que la circulation ne soit pas perturbée pendant longtemps. D'autres appuis sont en perspective et interviendront dans les prochains jours. À titre préventif, Paula Tangandji invite les populations à plus de prudence. Depuis quelques jours, vous avez aussi constaté que ces inondations ne concernent pas seulement le Cameroun. Le pays voisin, le Tchad, N'Djamena, est concerné par les inondations. Le Nigeria voisin, l'état de Borno, Maïdougouri, vous savez, il y a eu de fortes inondations. Alors c'est le changement climatique qui est la principale cause de ces précipitations, de ces fortes pluies qui malheureusement viennent avec beaucoup de dégâts. Alors l'instruction du chef d'État est claire, nous devons anticiper sur ces dangers. En rappel, les départements du Mayo-Danaï et du Logon-Echari, région de l'extrême nord, ont été victimes des inondations causées par les fortes pluies provoquées par le changement climatique le 9 septembre dernier. Managing waste in a cosmopolitan city like Douala is a daunting task that should not be left solely to the Waste Management and Disposal Company, Isaka. Well, this is the conclusion drawn by our reporter, Christelle Asek-Swele, after discussing the possibility of eradicating waste in the economic capital with a waste management expert. Well, she tells us it requires concerted efforts from households as well as industries. Let's listen to her report. Based on a public-private partnership that ensures regular collection and the processing for domestic wastes, managing waste in Douala Economic Hub of Cameroon, just like in other metropolitan cities, can be really challenging and overwhelming with the numerous industries coupled with a large population. However, getting the industries and population participate in managing this waste properly could be a way forward to handling the issue. For instance, separating the biodegradable waste from the non-degradable before handing them to the community bins. Cosmopolitan city which has the largest population in a city in Cameroon and which has the highest number of industries in Cameroon. So in looking at how waste can be managed in Cameroon, you have to look at how it can be best managed in homes and how it can be best managed in industries. Well, I would start from homes. Already in homes, we are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. As such, engaging and making this environmentally healthy and friendly practice of managing both the domestic and industrial waste in the city a lifestyle will go a long way to help improve on waste management in Douala. Doing a better management of this waste, but
also helping in the development of industry. Now, going back to the industries, we can better manage this waste by instituting a system of collective waste management in the industrial zones where there are clusters of industries. They can agree together to come together to manage their waste together. It will be less costly and it will help them to valorize their waste, because you will see one industry generating just some little, let's take for example paper, less than 1 kilo of paper every day or every week. But if you have to think of them as 20 industries generating the same 1 kilo, you find out that you have 20 kilos, which is needed by a paper industry that is producing cartons. And if you handle this collectively, it will be better managed and one company can easily come and collect them. So in industries, we are looking at collective waste management, which is supposed to be instituted. And that's actually what we are working into, to make sure that the industries come together. They don't try to manage their waste individually, but they manage it collectively to reduce the cost on them, but equally to raise the quantity of waste that is being valorized in the various. Thus, reducing waste will not only protect the environment, but also save on costs or even reduce expenses for disposal. In the same way, recycling or reusing this waste produced can also benefit the environment by reducing the need to extract resources, hence lowering the potential for contamination. Well, I'll take you out of the country, where severe flooding in northeastern Nigeria has killed at least 30 people and affected more than 1 million others, according to national emergency officials. Meanwhile, there is desperation in camps housing hundreds and thousands of displaced people. The Voice of America reports. Zainab Abdullahi woke up to chaos in her community the night of September 10th as floodwaters swept in. She gathered what she could and fled with her 10 children, but 2 got lost along the way and she hasn't seen them since. When the floods came, some neighbors were helping me carry my children because there are too many of them. But we lost 2 of my daughters in the whole chaos. One of them has 6 children. We don't know where they are. The flood overran half of Maiduguri when a local dam collapsed due to heavy rains on Tuesday. State officials say dozens have died and up to 1 million have been seriously affected. Rescue workers have been moving hundreds of thousands of people out of affected communities. State authorities have set up camps to respond to the emergency, but they say there isn't enough food and shelter for everyone. State officials say this camp is now overstretched, with more than 14,000 internally displaced people, yet more continue to arrive. For many flood victims, it's a desperate scramble for survival. We're just stranded. We've not gotten food. Thank God I got the stipend the governor gave us days ago. That's what I've been using to sustain my family. 2 years ago, Nigeria's worst flooding in a decade killed 600 people and displaced 1.4 million. The United Nations Humanitarian Agency says the situation is serious. It is a profound crisis, and it's a crisis, as you say, that comes in the middle of another crisis, where 4.8 million people are in need of food assistance in the northeast, in the Bay States. So what we are seeing is that already vulnerable people are now in a desperate situation. Borno State is the epicenter of Nigeria's 15-year-long battle against Boko Haram and other terror groups. What we're also then focusing on is to make sure that we don't have the spread of disease. And the government are moving people out of areas that have been affected, because clearly there is the threat of communicable disease. Nigerian authorities have announced the release of $1.8 million in each state to handle the flooding and other crises. For now, Abdullahi's biggest hope is to see her missing daughters again. Timothy Obiezu, VOA News, Maiduguri, Borno State, Nigeria.
Well, on to this brief before we close the 8 p.m. bilingual newscast. It's halftime at the University of Pretoria in South Africa, and Mali leads by 27 against 21 points. Well, the Eagles finished the second quarter by 17 points against 11 after initiating a 7-point scoring run into the second quarter, where Yusuf Mabi Traore leads the Eagles with 7 points, 8 rebounds, while Cameroon's Amadou Seni is the power man with 4 points and 6 rebounds. That is to say, well, the winners of the last 2 quarters may likely clinch the gold medal in the Under-18 Afro-Basket tournament. Well, if it's Mali, then it will be a double, saying that the women defeated Nigeria earlier today by 76 points against 56 to clinch their 9th title. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Thanks for staying with us, and do make sure you pick a rendezvous on Monday, same time, same station. Good night to you, Ariane Doken. Bonne soirée à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.